encore, la violence a repris le pas sur le calme de la rue. Oui, des scènes de chaos toute la nuit, des voitures incendiées, des magasins pillés, vandalisés, des affrontements avec les forces de l'ordre, les pompiers au fil d'incendie en incendie, le GIGN, le RAID, la BRI, 40 000 policiers et gendarmes déployés dans plusieurs agglomérations. Petit tour d'horizon des événements de la nuit avec Éléazar Toulon. La nuit a été rythmée par les cris et les bruits d'explosion. Comme ici à Nanterre, les forces de l'ordre ont dû faire face à des tirs de mortier d'artifice. Les pompiers ont également été pris pour cible. Sur ces images, de nombreuses boutiques parisiennes ont été pillées, comme ce supermarché, complètement dévalisé. C'est un poste de sécurité qui nous a appelé, comme quoi voilà, le magasin est défoncé. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vous ont volé surtout? D'alcool. Qu'est-ce qu'il y a alcool, qu'est-ce qui est cher? Les auteurs de ces pillages n'ont laissé derrière eux que le verre cassé des vitrines. À Marseille, les habitants ont assisté à des scènes similaires. Un peu plus loin, cette voiture de police est prise pour cible par des individus, puis détruite. Du côté de l'eau, on aperçoit sur ces images des personnes fuir pour échapper aux tirs de feu d'artifice. À Tourcoing, de nombreux affrontements ont été observés. Sur ces images, on peut voir un véhicule du RAID en pleine intervention. En prévision de cette nuit, le ministre de l'Intérieur avait prévu la présence de 40 000 policiers et gendarmes sur le territoire national. Un dispositif qui n'a visiblement pas suffi à calmer les tensions. Voilà, et sur place, nos équipes sont évidemment sur le terrain pour vous faire vivre au plus près ce qui vient de se passer. Notre équipe qui nous fait parvenir ces dernières images avec les Parisiens qui se réveillent avec ces images de dégradation et cette odeur de soufre. Effectivement, nous sommes dans le quartier des Halles ici. Et regardez, en fait, ici, c'est la boutique Nike qui a été complètement saccagée, complètement pillée. La vitrine a été explosée. Et plusieurs personnes ont pillé la boutique à l'intérieur. En fait, pour bien vous situer, nous sommes ici au quartier des Halles. C'est un quartier qui est central ici à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, un quartier commerçant très fréquenté. Et en fait, hier soir, un peu avant minuit, plusieurs dizaines d'individus sont venus piller certains magasins. Plusieurs enseignes ont été touchées. Alors, ça ressemble évidemment à un ciblage de boutiques. C'est surtout des enseignes de prêt-à-porter, des enseignes de sport et quelques bijouteries qui ont été ciblées. Ça ressemble en fait plus à un pillage, une opération de pillage qu'une simple opération de saccage. Actuellement, le quartier est évidemment beaucoup plus calme. Les forces de l'ordre sont dans les parages. On rappelle qu'hier soir, dans le quartier, au moins 14 individus ont été interpellés. Merci beaucoup. Ces images de ce magasin pillé en plein cœur de Paris, de la capitale. Julien Chelerdi, vous êtes avec nous pour tenter de décrypter ces images. On les a vues, on va les revoir tout au long de la journée. L'état mental des forces de l'ordre aujourd'hui, est-ce qu'on sent qu'on est parti sur une séquence longue et éprouvante ? Oui, ça va être éprouvant pour mes collègues qui, là, depuis 3 nuits, sont sur le pied de guerre, sont sur le front, j'ai presque envie de dire maintenant. Ça va être compliqué pour eux. Et pour la suite, on attend de voir comment ça va se passer, parce que mes collègues seront toujours là pour faire le travail. Ils seront toujours là pour interpeller les voyous. Ils seront toujours là pour protéger les citoyens, parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, la base du métier et ce pourquoi on s'est engagé. Et maintenant, comme je vous le disais, avec ces interpellations, on veut savoir maintenant quelles décisions judiciaires vont être prises. Est-ce que c'est le nombre de policiers qui peut faire la différence en termes de dispositifs déployés ? Le nombre de policiers, il est déjà très important. Il y a eu quand même des rappels, il y a eu des collègues qui ont été décalés, il y a eu des unités qui ont pris plus tard, il y a des interdictions de poser des congés. Donc on est déjà dans un schéma où on mobilise énormément de fonctionnaires de police et de gendarmes. Et quand on fait déplacer des unités comme la BRI ou le RAID, c'est que déjà on a un indicateur comme quoi on est déjà sur un niveau d'engagement assez élevé. Très rapidement, est-ce que les consignes qui vous sont données sont claires ? Vous voulez que je précise ma question ? Oui. Est-ce qu'il y a des ambiguïtés, des limites ? Alors à ce jour, moi, j'ai pas de retour sur des ambiguïtés. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, mes collègues font leur travail et de toute façon, j'ai envie de dire, on leur interdit pas d'intervenir, si c'est la question, puisque de toute façon, la particularité, c'est que ce ne sont pas les policiers qui vont au devant des délinquants, c'est les délinquants ici qui viennent au devant des policiers. Quand ils viennent, par exemple, je prends l'exemple du commissariat de Goussainville,
qui a été pris d'assaut. Il y avait quelques collègues à l'intérieur qui étaient submergés et vous avez tout autour une centaine de délinquants, d'émeutiers qui jettent des cocktails Molotov, qui jettent des tirs de mortier. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de consigne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut défendre ce qui est à défendre. Voilà, et très clairement, aujourd'hui, quand on est dans ces situations-là, c'est des situations qui sont inédites, des commissariats qui sont pris d'assaut comme des fortins. De Paris à Roubaix, à présent en image, le département du Nord qui a été très touché cette nuit. On vous montre cette image que l'on vous montre depuis 6 heures du matin. On vous la remontre, une entreprise de prestation de services qui a été complètement ravagée, complètement incendiée. C'est nos équipes qui nous envoient cette image. Virginie, on apprend que Emmanuel Macron, le président de la République, va une nouvelle fois présider une cellule interministérielle de crise en début d'après-midi, place Beauvau. La réponse de l'exécutif qui ne va donc pas tarder. Oui, on peut comprendre l'inquiétude de l'exécutif face à une situation qui peut évoluer et déraper encore plus à chaque instant. Donc, on va de déclaration en réunion, de réunion en réunion d'état-major. Pour l'instant, ce n'est que de la communication. La question qui se pose, c'est combien de temps les policiers pourront-ils résister face aux émeutiers, il faut bien les appeler comme ça, et s'ils les interpellent, que se passera-t-il de ces interpellations? La police, aujourd'hui, est montrée du doigt et extrêmement démunie dans sa façon de pouvoir faire. Jusqu'où peut-elle faire et que peut-elle faire? Et justement, en parlant de ces interpellations, le chiffre a considérablement augmenté. Marie Belot, on peut faire peut-être un bilan? Oui, tout à fait. On nous parle ce matin de 340 interpellations en zone police. Ça veut dire dans les grandes villes de France, hors Paris et sa petite couronne, où il y avait déjà hier 242 interpellations. Donc à cette heure, on est au moins à 580 interpellations. On attend évidemment un bilan consolidé du ministre de l'Intérieur. Un chiffre record, nous dit-on, pour un épisode de violence urbaine avec des interpellés très jeunes, dont la plupart auraient entre 14 et 18 ans. Toute la nuit, on le sait, le ministre de l'Intérieur est resté mobilisé. On a une photo de lui à 2h du matin au centre de commandement de la police nationale. Gérald Darmanin qui avait passé des consignes de fermeté aux préfets et aux forces de l'ordre mobilisées en nombre, 40 000 policiers et gendarmes mobilisés, et on nous dit ce matin qu'au moins 220 policiers ont été blessés cette nuit. Avec en prime, Marie, des unités spécialisées qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le terrain. Oui, tout à fait, des unités d'élite, par exemple la BRI qui est célèbre pour avoir donné l'assaut au Bataclan. Eh bien, cette brigade d'intervention, elle a été déployée, on le voit sur les images, au cœur de Nanterre, avec des véhicules blindés, notamment dans le quartier Pablo Picasso, où vivait le jeune Naël. Le RAID, unité d'élite également, a été déployé dans le Nord, à Lille et Roubaix, où de nombreux incidents ont eu lieu. Là encore, on le voit, des véhicules blindés qui sont intervenus à plusieurs reprises. Et des hélicoptères de la gendarmerie ont aussi survolé plusieurs grandes villes de France, à Roubaix, mais aussi au-dessus de la cité phocéenne, à Marseille, où on apprend ce matin qu'au moins 56 personnes ont été interpellées et 13 policiers blessés. Ce qu'on a envie de savoir, c'est la personne qui est interpellée. Marie Belot nous dit plus de 580 en France. Comment ça se passe concrètement? Elle est interpellée sur le terrain de cette violence. Les minutes qui suivent, les heures qui suivent, c'est quoi pour elle? Les heures qui suivent, ensuite, elle est placée soit en garde à vue, soit elle est laissée libre suivant les conditions de l'interpellation et suivant ce qui lui est reproché. Elle peut être laissée libre, c'est-à-dire rapidement derrière. Ça c'est une décision, j'ai envie de dire, de la justice. Vous avez l'OPJ qui fait les actes, qui effectue toute la procédure, et puis ensuite vous avez l'officier de police judiciaire. Voilà, exactement, l'officier de police judiciaire, et puis ensuite vous avez la justice qui nous donne les consignes, à savoir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que l'individu est déféré ou pas. Je voulais juste réagir sur quelque chose, c'est sur la jeunesse des interpellés. Moi, ça me fait réagir quand même, parce que je me dis... Mais ces jeunes-là, ils ont bien des parents, mais les parents, ils sont où, là, dans cette histoire? Il va peut-être falloir qu'on leur demande des comptes à un moment donné. Il va peut-être falloir qu'on se penche là-dessus, savoir pourquoi des jeunes, à 2h du matin, sont dehors, en train de cramer des poubelles ou jeter des cocktails Molotov sur mes collègues. En tout état de cause, l'appel au calme, c'est ce qui ressort, c'est le message qui est donné du côté de l'exécutif. Écoutez justement ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur, mais d'abord, la Première ministre, Elisabeth Borne. Les solutions ne viennent jamais de la violence. C'est la justice et elle seule qui peut établir la vérité et apaiser les colères. Comme l'a fait le maire de Nanterre avec qui je me suis entretenu hier, et comme l'ont fait de nombreux élus locaux, j'appelle à l'apaisement, au calme. Détruire son propre quartier, s'en prendre à des équipements, mairies, écoles, transports publics, ne résoudra rien.
Aujourd'hui, l'enquête avance. L'auteur du coup de feu est présenté à des juges. La justice fait son travail. Laissons-la avancer sereinement. Je crois que la position du gouvernement a été à la fois nuancée, claire et équilibrée. Et que nous attendons de tous les responsables politiques, quels qu'ils soient. Tous les responsables politiques. Parce que dans responsable politique, il y a politique, mais il y a surtout responsable. Qui leur appartient, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des populations, pour le bien des institutions de la République, d'appeler au calme. Et il ne peut pas y avoir de conditionnel ou de 8 mai lorsqu'on attaque des écoles, lorsqu'on attaque des mairies, lorsqu'on attaque des agents du service public. Et nous allons tout faire désormais pour que l'ordre républicain revienne partout, sur tous les points du territoire national. Parce que l'ordre public, c'est ce qui permet la justice. L'ordre public et le calme, c'est ce qui permet le droit. L'ordre public, le calme et l'action proportionnée des forces de l'ordre, c'est ce qui permet à chacun de vivre en liberté. Cette nuit, les Français n'ont pas pu vivre totalement en liberté. Et c'est de ma responsabilité de ministre de l'Intérieur que de faire que cela ne se recommence pas. Et justement, on s'arrête sur cette enquête. Le policier mis en examen pour homicide volontaire a donc été placé en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, il aurait demandé pardon à la famille de la victime. On s'arrête justement sur cette enquête avec Alexandre Malesson. La décision du procureur est rarissime. Le policier qui a tué Naël est placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Le policier affirme que la voiture circulait très vite et menaçait de renverser un cycliste et un piéton. Au moment de l'interpellation, le seul objectif du fonctionnaire de police, dit-il, stopper le véhicule. Il décide d'appliquer un tir vers le bas. Le problème, c'est que le mouvement de la voiture sur son corps fait que son geste remonte et qu'il touche une partie vitale qui n'était pas du tout visée, puisque jamais mon client n'a voulu tuer ce conducteur, évidemment. Une version contestée par les avocats de la famille de Naël. Ils regrettent que la décision du procureur ne soit pas plus ferme. Nous déplorons que le procureur occulte la possible complicité d'homicide volontaire du second policier et les possibles faux en écriture publique résultant des déclarations mensongères initiales du tireur qui avait formellement affirmé que le jeune Naël avait tenté de lui foncer dessus avec le véhicule. Les avocats de la famille ont indiqué avoir déposé jeudi une plainte pour meurtre, complicité de meurtre et faux en écriture publique aggravée, ainsi qu'une requête en dépaysement. Voilà, cette enquête qui ne fait donc que commencer dans un climat de violence sans précédent, violence urbaine, condamnée sans ambiguïté par Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Il faut retrouver des valeurs dans notre société. Je veux dire, celui qui brûle, celui qui casse, celui qui caillasse, celui qui commet des refus d'obtempérer ne peut pas être considéré comme une victime. L'émotion est légitime et la mort d'un homme est toujours un drame et nous avons été d'ailleurs les premiers à le souligner. Mais je pense que il ne faut jamais oublier de remettre l'église au centre du village et que à la source de ce drame, il y a un refus d'obtempérer. Alors, les conditions d'engagement de l'arme par le policier et du feu ont-elles été respectées? C'est l'IGPN qui le déterminera. La vidéo est choquante et tout le monde a vu la vidéo. Mais lorsque le président de la République, qui est le chef de l'État, le garant des institutions, viole la présomption d'innocence pour les forces de l'ordre, il jette le discrédit sur l'intégralité de la profession. Ouais, et au rayon politique, bien sûr, il y a les personnalités qui plaident pour l'instauration de l'état d'urgence parmi les armes qui sont potentiellement à disposition. Regardez Éric Ciotti, le patron des Républicains, sur Twitter. Sans délai. Voilà, il veut le déclencher sans délai dans les communes où les incidents ont éclaté. Oui, et c'est toute autre chose pour le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Pour lui, l'état d'urgence, au contraire, ne ferait que rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je fais un appel dans ces quartiers aux habitants qui, à 90%, sont des gens qui ont envie de bien vivre. À 90%, ils veulent une maison de santé, une maison pour tous, une école qui soit bien structurée. Donc, je ne vois pas l'intérêt de l'état d'urgence, je vois l'intérêt de paroles d'apaisement. Et je le dis, une partie de la classe politique n'est pas à la hauteur. Vous voyez bien, on a l'impression que nous sommes mis des têtes de gondole. Là, vous avez une partie extrême gauche qui veut récupérer des voix en disant au quartier « salaud de policiers » et le Rassemblement national avec sa cravate qui dit « je soutiens les policiers ». Le vrai débat, c'est quoi? C'est qu'on a, sur ce refus d'obtempérer, un policier qui a tiré. Est-ce qu'il pouvait être légitime de sortir son arme ou pas? La justice va nous le dire rapidement. Mais derrière ça, c'est le vrai débat, si vous voulez, de l'entre-soi. C'est faire en sorte que les gens arrivent à se parler. Et dans certains territoires, les gens ne se parlent plus. Donc le seul combat, c'est la réponse par la violence.
Voilà, Patrick Vignal. Benjamin, alors on s'arrête 30 secondes sur l'état d'urgence, évidemment. À quoi ça correspond exactement quand on se plonge dans le détail des textes? Alors, le cadre est fixé par une loi du 3 avril 1955, contexte début de la guerre d'Algérie. Elle donne, cette loi, des pouvoirs élargis au préfet, donc au ministère de l'Intérieur, pour restreindre certaines libertés de manière exceptionnelle. Donc typiquement interdire les rassemblements sur la voie publique, mettre en place des couvre-feux, fermer certains lieux publics. Il peut y avoir aussi des mesures préventives concernant certains individus qui pourraient présenter une menace, typiquement assignation à résidence. C'est le gouvernement qui décide. Et il y a un conseil des ministres à l'issue duquel est pris un décret. Ça concernera soit tout ou partie du territoire. Ça durera dans un premier temps 12 jours et ensuite seul le Parlement peut prolonger. Mais bien au début, c'est le gouvernement à l'initiative qui évalue s'il y a péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public. On l'a souvent utilisé, cet état d'urgence, par le passé? Alors, il y a eu 1955, et puis ensuite, je mets de côté le Covid, 5 autres fois. 2 fois, vous voyez, pendant la guerre d'Algérie, 84, la Nouvelle-Calédonie, 2005, les violences, 2015, les attentats terroristes. Si on revient sur 2005, les violences urbaines, ça avait quand même duré 2 mois. 25 départements avaient été concernés, essentiellement des couvre-feux locaux ou des interdictions de circuler pour les mineurs non accompagnés. Ça fait débat, en tous les cas, ça fait débat également sur ce plateau, instauration ou non de l'état d'urgence. On en saura peut-être plus avec Emmanuel Macron à partir de 13h, donc qui pilote cette cellule interministérielle de crise. Vous restez avec nous dans un instant, bien sûr, on s'accroche à ces 2 images. Roubaix à gauche, le département du Nord très touché, et bien sûr le centre de la capitale où, entre autres magasins, il y a eu un grand magasin de sport qui s'est fait complètement braquer et piller la nuit.